Assouplissement des mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19 avec la réouverture dès mercredi 30 mai des lieux de culte. Une décision susceptible d'être modifiée en raison de l'évolution de la pandémie, annonce du ministre porte-parole du gouvernement et les temps forts de la rencontre, Premier ministre, leader religieux dans cette édition. Le ministre de la Santé publique a réceptionné ce matin un centre de traitement du Covid-19 au sein de l'hôpital Amir Boubacar Diallo de Lamordé. C'est un appui de l'organisation médicale d'urgence Médecins sans frontières à la riposte nationale contre le Covid-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est prévu pour la matinée de demain une légère couverture nuageuse sur la boucle du Niger. Prévision météorologique avec Madame Amina Nafissadigno. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page météo. Le temps a été marqué ce matin par la présence d'une légère couverture nuageuse sur les régions du fleuve, l'Ader et sur le Tamesna. Ailleurs, c'est un ciel dégagé qui a été observé. Les températures de cet après-midi varient entre 40 degrés à Tawa à 43 degrés à Ngingimi et Tilaberi. Il a fait 41 degrés à Niamey, Dosso, Maradi, également sur la région de Zender. Cet après-midi, sur l'image satellite, on note la présence d'une couverture nuageuse sur l'Ader, le Tamesna et également sur les régions du fleuve. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir une nuit relativement calme et pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur les régions du fleuve et sur l'Ader. Sur le reste du pays, un ciel dégagé et ensoleillé. Quant aux températures prévues pour l'après-midi de demain, elles connaîtront une légère hausse. Elles seront de l'ordre de 44 degrés à Tilaberi et sur la région de Difa et elles vont varier entre 42 à 43 degrés sur le reste du pays. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de cette page météo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de la Défense nationale pour l'entame de cette édition face aux attaques répétées de Boko Haram sur les positions de nos forces de défense et de sécurité, notamment celle du poste frontalier Niger-Nigeria de Difa le dimanche 3 et le samedi 9 mai 2020. Les forces armées nigériennes ont engagé plusieurs opérations offensives et de ratissage dans le lit du lac Tchad. Ainsi, après avoir repoussé la seconde attaque le samedi 9 mai 2020, les éléments des forces armées nigériennes du secteur 4 de la force multinationale mixte ont engagé une reconnaissance offensive le long des berges de la Komadougou. Au cours de cette reconnaissance, le lundi 11 mai 2020, aux environs de 15 heures, les éléments engagés ont eu un accrochage avec des combattants terroristes de Boko Haram à Liour, localité située à 114 km au sud de Difa. Bénéficiant de l'appui de l'aviation nigérienne, le bataillon spécial d'intervention a réussi à neutraliser tout le groupe terroriste. Le bilan est le suivant. Côté ami, 2 blessés légers. Côté ennemi, 25 terroristes tués, 1 véhicule et 4 motos récupérées, 2 motos détruites, de l'armement et des munitions saisies, une bombe artisanale saisie et détruite, divers autres matériels à usage militaire saisis. Parallèlement, dans la matinée de la même journée du lundi 11 mai, en coordination avec le secteur 3 de la force multinationale basée au Nigeria, la force a effectué des bombardements aériens et des tirs d'artillerie sur Tumbun Flani, une île située à 24 km au nord-est de Bosso, dans la partie nigériane du lac. Ces actions ont permis de neutraliser une cinquantaine d'éléments ennemis, de détruire leurs abris ainsi que leurs dépôts logistiques. Les opérations de ratissage et les reconnaissances offensives continuent et vont se poursuivre jusqu'à mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes de Boko Haram dans la région de Difa. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, le ministre de la Défense nationale souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il apporte ses encouragements et son soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. Il saisit cette opportunité pour saluer la coopération avec les forces partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces armées nigériennes. Un autre communiqué, il émane du ministère de la Santé publique. Les examens virologiques dont les résultats sont parvenus ce jour 12 mai 2020 se présentent comme suit.
22 nouveaux cas positifs sur 64 tests réalisés au Covid-19, dont 8 cas de sexe féminin, 14 cas de sexe masculin. Ces cas positifs proviennent de Niamey 9 cas, Zender 6 cas, Agadez 2 cas, Maradi 1 cas, Difa 3 cas, Dosso 1 cas, un décès enregistré. À ce jour, sur 3571 patients testés, 854 sont déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 159 en cours de traitement, 648 sont sortis guéris, 47 décès. Le gouvernement rappelle qu'en cas d'apparition de fièvre, tout rhume, difficultés respiratoires chez toute personne sans distinction, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec l'entourage, portez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux et le nez. Restez chez vous et téléphonez gratuitement au 15. Évitez de voyager. En agenda officiel, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur d'Italie au Niger, Marco Principe. Plusieurs questions d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Le point avec Raïle Touchegou Issa Kissa. Cet entretien avec le chef de l'État Issoufou Mahamadou a été une opportunité pour l'ambassadeur de l'Italie au Niger de faire le tour d'horizon de l'état de la coopération nigéro-italienne et ses perspectives d'avenir. Plusieurs autres points comme la situation de la pandémie du Covid-19 en Italie et la situation sécuritaire au Sahel ont été évoqués au cours de cette audience. J'ai aussi anticipé au président le soutien de l'Italie avec des dons de matériaux et des respirateurs pour faire face à l'émergence du Covid. On a même la chance d'aborder la situation sécuritaire dans les régions et dans les pays. Et à l'occasion, j'ai remis au président une lettre du président du Conseil italien avec laquelle le chef du gouvernement italien confirme son engagement et le soutien de l'Italie au Niger dans ses défis sécuritaires et de développement. Le diplomate italien a également saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité au chef de l'État pour sa pleine implication dans la lutte contre le terrorisme et aussi pour son rôle actif depuis qu'il est à la tête de la présidence de la CEDEAO. Nous l'annoncions dans les titres, le gouvernement a procédé à un assouplissement de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, suivant le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, Abdrahmane Zakaria. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement, sur proposition des chefs religieux, après consultation du comité d'experts Covid-19 et au vu de la tendance favorable de l'évolution de la maladie à Covid-19, décide de la réouverture des lieux de culte à compter du mercredi 13 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le gouvernement demande aux gouverneurs, aux préfets et aux maires de veiller à ce que les chefs religieux exigent des fidèles le respect des mesures barrières minimum ci-après. Lavage des mains au savon et au gel hydroalcoolique. Désinfection des lieux de culte avant chaque prière. Aération des locaux pendant les prières. Port du masque ou de tout autre dispositif en tenant lieu. Utilisation des tapis individuels pour les fidèles musulmans. Observation de la distanciation d'au moins 1 mètre. Éviter de se serrer les mains lors des salutations. Abstention de se rendre au lieu de culte pour toute personne qui présente des symptômes tels que la fièvre, la toux, le mal de gorge, les douleurs articulaires ou musculaires et les difficultés respiratoires. Libération des lieux de culte aussitôt la prière terminée. Les gouverneurs, les préfets et les maires sont invités à porter assistance aux chefs religieux dans la mise en œuvre des mesures qui requièrent leur concours. Il reste entendu que le gouvernement poursuivra ses efforts pour assurer la disponibilité
et l'accessibilité des masques pour l'ensemble de la population nigérienne. Par ailleurs, le gouvernement décide de la levée du couvre-feu à Niamey à compter du 13 mai 2020. Toutefois, en cas de détérioration de la situation en lien avec la réouverture des lieux de culte, le gouvernement se réserve le droit de reconsidérer cette décision. Fait à Niamey le 12 mai 2020, je vous remercie. Sur le même registre, notons que le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, dans le cadre des consultations périodiques depuis l'avènement du Covid-19, a rencontré ce matin les guides et leaders d'associations confessionnelles. Le Premier ministre a évoqué avec les responsables religieux des modalités pour la réouverture des lieux de culte. Résumé avec Hamsot Mamadou et Yazerabi. Initiée par le Premier ministre, cette rencontre de concertation avec les leaders religieux a pour objectif de partager avec ces derniers sur les préoccupations du moment. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, dont la fermeture des lieux de culte en vigueur depuis presque 2 mois. Cette décision, bien que contraignante, est respectée par la population via les leaders religieux qui ont reçu les encouragements et les félicitations du Premier ministre pour leur esprit de cohésion. Cette rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre d'annoncer la réouverture dès demain des lieux de culte. Mais certaines conditions sont posées et les responsables de ces lieux doivent veiller à leur application. Il s'agit notamment du lavage des mains, de la désinfection des lieux après chaque regroupement, l'aération des locaux, le port du masque, l'utilisation de tapis personnels pour la prière, le respect de distance, éviter de se serrer les mains, quitter les lieux de culte après la prière. Cette décision a été saluée par les chefs religieux qui ont émis quelques préoccupations, toutes prises en compte par le Premier ministre. Toutefois, si la situation ne s'améliore guère, cette décision sera revue, a indiqué le Premier ministre. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Niger, Ali Draouiche. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées au cours de l'entretien, compte rendu Hamsot Mamadou et Yazer Rabiou. Il s'est agi pour les deux personnalités d'évoquer au cours de cette audience plusieurs questions, notamment celles relatives à la pandémie du Covid-19. Face à cette crise sanitaire, le diplomate algérien a exprimé toute sa solidarité et celle du peuple algérien à l'endroit du gouvernement. Ils ont également échangé sur les relations d'amitié entre les deux pays. Nous avons eu l'occasion, durant cet entretien, d'évoquer bien sûr les relations d'amitié et de solidarité qui ont toujours prévalu entre nos deux pays, surtout en cette période particulièrement difficile pour tout le monde, pour le monde entier, marquée par cette crise sanitaire, mais également par toutes ses implications au plan économique et social. J'ai eu donc l'occasion de réitérer à Monsieur le Premier ministre toute la solidarité de l'Algérie, du peuple algérien, à l'égard du gouvernement et du peuple nigérien dans cette phase difficile. Et donc cette solidarité va toujours exister et va prévaloir. Ali Draouiche a par la suite affirmé que l'échange au cours de l'entretien a permis de passer en revue plusieurs questions dans le cadre des relations bilatérales qui existent entre le Niger et l'Algérie. À l'Assemblée nationale, sous la présidence du premier responsable de l'institution Ousseini Tuni, s'est tenue ce matin la conférence de présidents. Au cours de cette réunion, les membres de cette instance ont procédé à l'examen, à la modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session des lois. Et après cette conférence de président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tuni se sont attelés à l'examen et l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri. Le point de cette plénière, c'est avec Laouli Yahya et Mariam Dakou.
Avant de procéder à l'examen et à l'adoption de ce projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri, les élus du peuple ont d'abord examiné et adopté le compte-rendu sommaire de la précédente séance plénière. C'est après cela que ce projet de loi soumis à des discussions immédiates a été présenté à la plénière. Il était prévu l'examen de l'ordonnance 2020-01 modifiant et complétant la loi 6701 du 15 janvier 1961, mais cette loi a été retirée par le gouvernement pour apporter certaines corrections. Il a été examiné également en discussion immédiate l'état d'urgence dans la région de Tillabéri, notamment dans le département de Filengue. Il s'agit là d'une prorogation de l'état d'urgence dans cette région, compte tenu de la persistance de l'insécurité. Et les honorables députés ont unanimement voté cette loi. Et je veux dire qu'ils ont toujours été unanimes quant aux questions de sécurité et quant aux questions d'intérêt général. Il est à noter que par le présent vote, l'état d'urgence est prorogé pour une nouvelle période de 3 mois allant du 11 mai au 8 août 2020 inclus. À noter aussi que la plénière reprendra le vendredi 15 mai prochain à partir de 9h30 à l'hémicycle place de la concertation avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de 3 projets de loi de ratification. Sur le même chapitre, celui de la sécurité, il faut signaler que le président de la République a dépêché ce matin une mission ministérielle à Tillabéri pour présenter ses condoléances et sa compassion aux familles de 20 personnes tuées lundi dernier par des terroristes dans le canton d'Anzourou. Précision avec nos correspondants sur place, Ousmane Sani Abdou et Adine Algalas. La mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires religieuses et coutumières, Mohamed Bazoum, comprenait le ministre de la Défense nationale, professeur Issouf Katambe, le haut-commissaire à la consolidation de la paix, le général Aboutarka, les responsables au plus haut niveau des forces de défense et de sécurité, ainsi que des députés au titre de la région de Tillabéri. La mission a été dépêchée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour présenter ses condoléances et sa compassion aux familles des personnes tuées samedi dernier dans le canton d'Anzourou par des terroristes sans loi, encore moins de fois agissant ainsi en ce mois béni du Ramadan. Pour rappel, retenez que ces actes ignobles ont été perpétrés dans 3 villages de la commune de Sarakwara dans le canton d'Anzourou. Les 3 villages distants l'un de l'autre de quelques 2 à 3 km seulement ont chacun reçu la visite de la mission. À Gadabou d'abord, où 7 personnes ont été tuées et 3 blessées. Ensuite à Ziban Kouarategui qui a compté 3 décès. Enfin à Ziban Kouarazeno qui a perdu 2 personnes et des blessés. Aux paisibles citoyens de ces 3 villages, le ministre d'État Mohamed Bazoum a transmis les condoléances les plus émues et la compassion du président Issoufou Mahamadou avant de leur dire que le gouvernement est de cœur avec elles et leur exprime sa solidarité dans cette dure épreuve qu'elle traverse en ce moment. Le ministre Mohamed Bazoum devait aussi rassurer ses populations quant au renforcement de mesures de sécurité des personnes et des biens dans la zone, afin que de tels actes ne surviennent plus, plaise à Dieu. De tous les terroristes qui sévissent dans la région de Tillabéri, ceux qui opèrent dans l'Anzourou sont les plus cruels et les plus lâches, parce que chez eux, cette tendance à tuer gratuitement les civils est une tendance très très prononcée. Et puisque ça atteint cette ampleur, le président de la République nous a dépêché, le ministre de la Défense et moi, pour que nous venions exprimer nos condoléances aux populations éplorées, mais surtout leur dire l'engagement du président de la République que désormais la sécurité dans l'Anzourou sera prise en charge dans un cadre définitif, même si ça doit être difficile. Nous allons songer à mettre un dispositif permanent. C'est une zone qui est très favorable au terrorisme parce qu'il y a un vide et des vallées très boisées d'ici jusqu'à Tingara, presque à la frontière du Mali, dans le sens nord et dans le sens nord-ouest aussi, jusqu'à la région d'Inates. Mais nous allons implanter des forces de façon à assurer la sécurité dans cette zone pour la saison de pluie qui s'installe, mais bien au-delà,
De retour à Tillabéri, la mission a organisé une rencontre qui a analysé la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri en général et dans le canton d'Anzourou en particulier. À ce sujet, le gouverneur Ibrahim Tidjani Katalla a évoqué un certain nombre de préoccupations dont les réponses et les solutions ont été données par les différents responsables des forces de défense et de sécurité. Pour Anzourou notamment, le ministre d'État Mohamed Bazoum a cru comprendre qu'à l'issue des propositions qui ont été faites par les responsables des forces de défense et de sécurité, une solution immédiate a été trouvée et sera mise en œuvre sans délai. L'un dans l'autre, les différents intervenants au cours de cette rencontre ont été on ne peut plus clairs sur cette situation d'insécurité. Aussi, l'apport des populations est-il à plus d'un titre précieux pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirif Maïga, a effectué une visite de travail au siège de l'ONG internationale Chiga, un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des partenaires de son institution de la croisade contre le Covid-19. Le résumé avec Emile Kasm, Mahamadou et Abdoulaye Ali. Cette visite de travail à l'ONG Chiga est une occasion pour le médiateur de la République de veiller à l'application de l'ordonnance numéro 2011-22 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. C'est dans cette optique que Maître Ali Sirif Maïga s'est entretenu avec son partenaire Chiga, une ONG qui a pour mission d'appuyer les politiques publiques de développement économique et social pour le renforcement des capacités des institutions étatiques, des structures de la société civile et la création des espaces de dialogue constructif. Nos institutions ont beaucoup d'objectifs et intérêts en commun. Partout, l'engagement entre les citoyens et les institutions étatiques et le gouvernement, et aussi l'amélioration de la vie de la population du Niger. Donc, je crois qu'on a plusieurs opportunités à travailler ensemble sur plusieurs activités et on a déjà commencé un partenariat dans l'organisation de la conférence régionale pour la gestion de le conflit local. Dans son allocution lors de l'entretien, le médiateur de la République a d'abord rappelé les conséquences de la pandémie du coronavirus. Il a ensuite axé son intervention sur l'objet du partenariat entre la médiature et l'ONG Chiga. La pandémie actuelle vient aggraver la situation déjà difficile de la femme, en ce que son impact sur le secteur de la santé influe naturellement sur l'économie informelle et celle de l'éducation, domaine essentiel d'intervention des femmes en milieu rural comme dans les villes. Il est donc évident que nous sommes ici au cœur de la problématique de l'égalité homme-femme et de la place centrale de la femme dans nos sociétés. L'objet de la présente réunion, c'est de nous permettre d'identifier ensemble les différents axes stratégiques de notre plan d'action en lien avec vos domaines d'intervention et de procéder à leur mise en œuvre. La délégation conduite par le médiateur de la République a enfin visité les installations de l'ONG Chiga, notamment le centre incubateur et le bureau des réformes politiques. Un centre de traitement du Covid-19 à Niamey au sein de l'hôpital Amir Boubacar Diallo de Lamordé, c'est un appui de l'organisation médicale d'urgence Médecins sans frontières à la réponse nationale à la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé publique l'a réceptionné et a aussitôt autorisé sa mise en service avant de se rendre d'urgence au service d'urgence médicale. Compte rendu Jouari Issa Kombari et Hassan Moussa. Ce centre de traitement du Covid-19 a une capacité d'accueil de 90 lits avec possibilité d'extension. Construit au sein de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Lamordé et doté d'une autonomie d'exercice, ce centre vient renforcer les capacités du ministère de la Santé publique en matière de prise en charge des patients atteints du coronavirus. Juste au moment où le Niger fait face au Covid-19 et qu'il mettait en perspective des solutions qui conviendraient d'envisager pour répondre adéquatement aux attentes de la population. Les Médecins sans frontières
ont construit ces beaux bâtiments pour rendre plus agréable le séjour des malades atteints de Covid-19. C'est au regard d'une telle offre que notre département ministériel a opté pour en faire immédiatement un centre de traitement du Covid-19 au profit de nos populations. La mise en fonction de ce centre, j'en suis sûr, va permettre de décongestionner les différents hôpitaux et faciliter la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé publique a eu droit à une présentation de la configuration du centre et à une visite guidée de lieux. Un joyau très important dans le cadre de la riposte du Niger à la pandémie du Covid-19. C'est au total près de 100 millions de francs CFA qui ont été investis dans les travaux d'aménagement et qui ont été entièrement financés par MSF. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, remercier au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issou Mahamadou, président du comité interministériel d'orientation à la réponse à la pandémie du Covid-19 et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de la gestion du Covid-19, les responsables des Médecins sans frontières ici présents et leur staff, pour cette contribution inestimable et pour tous les soutiens qu'ils apportent au gouvernement du Niger et à la population du Niger en général dans le cadre de l'amélioration de notre système de santé. Pour terminer, je lance un appel à l'endroit de tous les acteurs à faire une très bonne utilisation de ce joyau. Dr Idi Ilyassou Menassara a, après avoir réceptionné et autorisé la mise en service de ce centre de traitement du Covid-19, rendu visite au service d'aide médicale d'urgence SAMI. C'est un service qui joue un grand rôle dans la gestion de cette crise sanitaire. Le centre d'appel du SAMI est totalement stratégique dans la lutte contre le Covid-19. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique est allé les féliciter et les encourager au nom des plus hautes autorités. Selon le ministre, leur engagement se ressent dans les résultats auxquels le Niger est parvenu dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et puis dans le cadre du démarrage des activités terrain du comité local de Gangam de la commune rurale de Guesquerou, département de Difa, le gouverneur de la région a visité certains sites de ces villages retenus dans le cadre du fonds de stabilisation du bassin du lac Tchad. Gunga, Gebrima et Hassan pour le point. Cette opération de nettoyage du site de Ngangam consacre ainsi le démarrage des activités terrain du Fonds de stabilisation du bassin du lac Tchad, guichet national pour le Niger, notamment celui du comité local de ces villages retenus parmi 3 autres de la région de Difa, notamment Bosso, Barwa et Tam. Un fonds piloté par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À Ngangam, dans la commune rurale de Guesquerou, le gouverneur de la région de Difa a ainsi visité le site du marché et le centre de santé intégré du village, des infrastructures importantes pour les déplacés internes qui fondent ainsi beaucoup d'espoir au démarrage effectif des activités du fonds dont l'enjeu à terme et de passer de l'humanitaire aux actions de développement avec à la clé la réhabilitation des bases productives. Donc nous sommes venus voir ici le site du village de Ngagam qui est retenu parmi donc les 4 sites qui doivent être réhabilités pour que les populations puissent revenir dans les villages. Donc là aujourd'hui c'est le démarrage des travaux de nettoyage du site et bientôt il y aura des réhabilitations des infrastructures publiques telles que vous avez vu les CSI. Ici là c'est l'école, les classes. Il y a les forages, les points d'eau et aussi les habitations des villageois. Donc tout cela va être aménagé. Il y a les marchés. Et donc nous allons faire en sorte que les populations puissent revenir. Parce que ça fait 5 ans, nous sommes dans la 6e année d'humanitaire. Et les populations n'arrivent plus à supporter cette situation d'assistance.
permanente. Donc il va falloir qu'elles puissent se prendre en charge. Cela n'est possible qu'en retournant dans leur terroir où ils ont les terres de production. Ainsi, le Fonds de stabilisation régionale du bassin du lac Tchad, conformément aux conclusions et recommandations des réunions tenues par les comités locaux des villages cibles, a retenu plusieurs activités pour un démarrage immédiat, dont entre autres les travaux de nettoyage et reboisement, l'alimentation en eau, la réhabilitation des infrastructures et l'enquête socio-démographique qui a déjà commencé. On est dans la phase descendante de la courbe du coronavirus au Niger, mais le risque est là, permanent. Il faut consolider les acquis en renforçant les mesures barrières, surtout le port de masque, le lavage régulier de mains et la distanciation physique, indiqué ce matin le professeur Seydou Mamoudou, recteur de l'université Abdou Moumoun du Niamey et président du groupe d'experts Covid-19 lors d'une conférence de presse organisée par le dit groupe en collaboration avec la cellule de communication Covid-19. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence de presse axée sur l'impact des mesures barrières sur l'évolution du coronavirus au Niger. Depuis la première rencontre ce matin, beaucoup de choses se sont déroulées, la maladie a évolué et de façon globale, nous avons une évolution favorable. Donc il faut consolider véritablement. Donc ce n'est pas le lieu de lâcher prise. Vous avez suivi dans l'actualité les rebonds qu'il y a ici et là pour les pays qui ont déjà levé certaines mesures, notamment le confinement. Donc c'est des équilibres précaires qu'il faut consolider en respectant au moins les gestes habituels qui sont diffusés chaque jour dans les différents médias. Donc une évolution, je disais, favorable, c'est-à-dire on est à la phase descendante de la courbe, mais le risque est là permanent de rebond. Donc il faut consolider les acquis, c'est-à-dire renforcer les trois mesures là, le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation physique, c'est-à-dire 1 mètre au moins entre deux personnes, ce qui est parfois difficile à respecter. Ça a l'air facile, mais c'est un gros problème dans certains attroupements, comme vous le savez bien. Alors, il y a bien sûr certaines conjonctions de circonstances qui font que une région particulière, notamment Zender, a quelques cas un peu anormalement plus élevés du fait de la proximité avec un voisin qui a des cas très importants et donc sur lesquels il ne faut pas lâcher prise. Donc il faut renforcer vigoureusement les dispositions à ce niveau, ce qui a été fait par les différentes missions, et la mission ministérielle et celle des techniciens qui sont partis pour faire les réglages nécessaires. Vous suivrez du reste l'intégralité de cette conférence de presse demain dans l'émission consacrée au Covid-19 dans le corps du programme. Cela dit, nous avons un invité sur ce plateau, en l'occurrence Alzoum Maïga Idrissa, il est président de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Amadou. Quels sont les efforts que déploie votre structure dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour faire nos prières aux êtres chers que nous perdons chaque jour que Dieu crée dans le cadre du Covid-19, mais également dans le cadre de l'insécurité qui sévit dans nos pays. Et pour revenir à votre question, notre organisation et le regroupement des fédérations des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire c'est la CEDEAO des personnes handicapées. Et nous voudrions au passage remercier le courage des plus hautes autorités pour la prise en main à bras le corps de la question du Covid-19, parce que ça a été une inspiration pour nous, pour qu'au niveau de la FOAF, la fédération, nous adressions également un message à toutes les fédérations pour les appeler au respect strict des mesures édictées dans chacun de nos pays,
Mais également, nous avons lancé un appel aux autorités, aux décideurs dans nos différents pays pour que la réponse soit inclusive des personnes handicapées, notamment en matière d'accessibilité de l'information aux personnes handicapées et de la disponibilité de l'information en format accessible pour les personnes handicapées. Nous avons appelé les fédérations de nos 15 pays à une large diffusion des messages, de ce message élaboré par la FOAF. Et nous avons aussi mis à la disposition des fédérations des moyens pour qu'ils puissent faire relayer ce message au niveau de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO, ces différents pays ont mis en œuvre des plans de riposte. Est-ce que les réponses apportées vous semblent inclusives par rapport à votre fédération? Oui, c'est ce que nous avons dit, c'est nous approcher des autorités dans chaque pays pour leur rappeler les dispositions de l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes, l'article 9 portant sur l'accessibilité et l'article 12 l'accès à l'information pour les personnes handicapées. C'est à nous, experts du domaine du handicap, d'approcher les autorités pour que le message soit accessible aux personnes handicapées. Et notamment, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les personnes handicapées pour le respect strict de ces mesures édictées par nos États. Et un dernier message à l'endroit des États? Le message à l'endroit des États, c'est un appel au respect strict de la Convention en son article 4.3. C'est quelle convention? La Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui ça a été ratifiée par notre pays en juin 2008. Ça a été adopté par les Nations Unies en 2006, qui voudrait que, dans le cadre de la question de toutes les politiques et de tous les programmes, que les personnes handicapées soient impliquées. La pleine implication, parce que les réponses données en matière de politique, on estime que les personnes handicapées sont à même d'orienter le gouvernement ou de conseiller le gouvernement de la manière dont ça doit être mis en œuvre au bénéfice des personnes handicapées. Donc c'est vraiment la pleine participation et l'implication des personnes handicapées dans l'élaboration aussi bien des politiques, mais aussi même des la messages. Conduite des campagnes de sensibilisation. Tout à fait, tout à fait. Et du reste, je voudrais saluer le courage des fédérations, notamment la Fédération du Niger, parce qu'ils ont pris à bras le corps cette question et ils sont en train de mener des campagnes de sensibilisation et ils sont en train de faire des appuis en gel, en matériel de lavage de mains à toutes les organisations de personnes handicapées, pour que nous ne soyons pas aussi délaissés pour compte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc l'effort doit être poursuivi. Bien évidemment. Merci Monsieur le Président pour toutes ces explications. Merci. Le Collège Mariama, avec l'appui de ses partenaires, en l'occurrence l'initiative citoyenne L'éthique Innove l'école, ont mis en place une plateforme de cours à distance afin d'aider les élèves à rattraper le retard académique. Le point avec Laoli Moutareme Nessara et Boubacar Marameya. C'est en vue de pallier le retard académique accusé en raison de la pandémie du coronavirus que l'administration du Collège Mariama a mis en place et opérationnalisé cette plateforme de cours à distance. Avec la fermeture des établissements en raison de la pandémie du coronavirus, il était évident que se développent des initiatives pour assurer la continuité pédagogique au niveau des établissements. Du reste, c'était aussi une demande du ministère des Enseignements secondaires. Alors, au niveau du Collège Mariama, nous avons été appuyés par un groupe de réflexion qui est animé par d'anciens élèves qui ont voulu former d'abord les enseignants avant d'arriver à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc il s'agit pour nous de pouvoir documenter des cours, des exercices où les élèves pourront donc s'informer, où ils pourront continuer le travail scolaire que nous n'arrivons pas à faire ici en classe. Pour cette phase expérimentale, ce sont les classes d'examen qui ont été privilégiées. Il faut noter que l'accès à la plateforme est gratuit et facile d'accès, autant pour les formateurs que pour les apprenants. Les professeurs se sont organisés en unité pédagogique. Ils se sont appropriés la plateforme. Ils ont pu mettre des ressources, donc des cours,
des exercices, des audios, des vidéos dans la plateforme pour qu'il y ait la continuité pédagogique. Et ça permet à l'école de suivre l'évolution du programme comme si on avait une classe animée. Selon toujours ses partenaires de e-Local, initiative citoyenne, l'éthique innove l'école. Le lancement de cette plateforme ne vise qu'à remédier le retard accumulé. Ce travail que nous avons fait a été animé par un groupe d'experts nigériens, aussi bien des experts qui sont au Niger qu'à l'international, à la diaspora. Je voudrais vraiment remercier, témoigner ici de l'engagement des Nigériens pour accompagner l'école. Et tout ce travail a été fait de manière totalement bénévole. Nous invitons les différentes administrations du secteur de l'enseignement à adopter cette démarche-là, qui pourra aussi être combinée avec l'enseignement par la télévision, l'enseignement par les radios, pour qu'on s'assure de l'accès universel. Notons que juste avant le lancement, les enseignants et les administrateurs de l'école ont posé des questions sur le fonctionnement de ce cours à distance. Ils ont enfin été édifiés par l'expert qui a répondu à toutes leurs questions et leurs préoccupations. Autre conférence, cette fois-ci du REGED, il s'agit de la vulgarisation du fascicule résumant le cadre juridique et institutionnel en matière d'information et de communication dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À travers ce programme, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement vise à accompagner les médias à mieux comprendre les dispositifs juridiques en matière de communication et médias afin de mieux exercer leur travail. Résumé avec Hawa Mamoudou et Suleiman Boubacar. Le présent fascicule a pour but de faciliter aux journalistes, étudiants en journalisme et communicateurs, une compréhension des dispositifs juridiques et institutionnels en matière d'information et de communication, surtout dans ce contexte du Covid-19. Donner la vraie information pour ne pas semer la psychose chez les populations, surtout en cette période, s'avère capital. Aujourd'hui, comme vous le savez, tous les yeux ou tout le regard se tournent vers la presse et autres communicateurs dans ce contexte. Il va s'agir de comment nous communiquons pour donner une véritable information au public pour ne pas créer de diffamation ou de désordre public. C'est dans ce sens l'objectif de ce projet, d'une durée de 18 mois, qui concernera les régions de Niamey, de Maradi, de Zender et Tawa, va aider les journalistes de ces régions et autres communicateurs à être de véritables ambassadeurs en ce qui concerne les questions de développement en accompagnement aux politiques publiques, tout en respectant le cadre juridique et institutionnel en matière de communication et de l'information au Niger. Le présent fascicule est une compilation des dispositions essentielles et pertinentes. Il facilitera une meilleure internalisation de l'arsenal juridique et institutionnel en matière d'information et de communication. A signaler que l'élaboration de ces fascicules a été rendue possible grâce au soutien d'Oxfam à travers le financement de l'ambassade du Danemark au Niger sur le projet Promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à l'information, mise en œuvre par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, REGED. Le Niger célèbre demain, 13 mai 2020, la journée nationale de la femme. Cette 29e édition va se dérouler dans un contexte sanitaire avec la gestion de la pandémie du coronavirus. À cette occasion, la ministre de la Promotion de la femme et de la protection de l'enfant a livré un message dans lequel elle met l'accent sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités. Le point avec Aminatou Garba et Suleiman Boubacar. La participation effective des femmes dans le processus électoral, tel est le thème de la 29e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne. Cette journée symbolise la marche historique du 13 mai 1991 par les femmes nigériennes au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine, eu égard à l'avènement de la pandémie du Covid-19, qui rend impossible tout regroupement ou toute manifestation publique habituelle. La journée sera célébrée dans une action de solidarité initiée par le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. J'invite toutes les femmes à respecter
et faire respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement, car nous sommes les premières éducatrices de la famille et de la société. Dans ce cadre, il sera procédé demain, 13 mai 2020, à une opération de sensibilisation des femmes sur le Covid-19, suivie de la distribution de masques et de savon à Niamey. L'emprise des femmes dans le processus électoral ainsi que leur présence au sein des instances électives demeure encore faible malgré les politiques publiques mises en œuvre. En vue de susciter l'intérêt des femmes à participer pleinement à la vie politique et en prélude aux élections à venir, mon département ministériel a entrepris, en collaboration avec ses partenaires, des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes, particulièrement celles vivant en milieu rural dans les régions du pays. Ces campagnes ont mis l'accent sur l'importance de l'enrôlement biométrique, la vulgarisation de la loi sur le quota et l'importance de la participation de la femme à la gestion de la vie publique. Cet événement va donc être célébré dans une nouvelle donne, empreinte de magnanimisme, tout simplement en s'adaptant aux réalités du moment. Retour à l'intérieur du pays pour noter que le gouverneur de la région de Tawa a effectué ce matin le déplacement des différents centres d'enrôlement de la région pour constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les affichages de listes électorales biométriques provisoires par la CENI. Compte rendu Taïro Hassan Abdelkader et Mahmoud Agoumou. L'objectif visé par la présente visite du gouverneur de la région de Tawa, Moussa Abdraman, qu'accompagnent ses proches collaborateurs ainsi que les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, est de constater de visu les conditions dans lesquelles se déroule l'affichage, la réception et le traitement des réclamations et des recours des listes électorales biométriques provisoires au niveau des différents centres d'enrôlement de Tawa. Une occasion pour la population de Tawa, parce qu'on est les premiers, vraiment de venir massivement, comme ils sont sortis massivement pour vérifier, donc de corriger ces petites erreurs peut-être qui peuvent glisser. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire « Ah, il y a ceci, il y a cela ». Non, c'est l'occasion. En tout cas, nous sommes venus et nous sommes très satisfaits avec le mouvement donc, de population qui est en train de venir ici voir la liste. Donc la liste effectivement affichée comme donc vous le constatez. Le représentant de la CENI, Mala Oumarou, a pour sa part indiqué les étapes d'affichage des listes tout en soulignant que toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des activités. Après le roulement, maintenant c'est la phase d'affichage. Et cette phase d'affichage, ça va permettre aux pétitionnaires de venir contrôler sur la liste si leur nom existe. Dans le cas où il y a des erreurs, donc on a des brigades qui vont prendre ces erreurs-là sur des fiches. Le type de correction, c'est surtout sur les noms, les prénoms ou bien sur la profession. Ou bien peut-être même une omission. On peut oublier l'individu. L'omission, c'est-à-dire c'est au niveau des traitements peut-être informatiques, on peut toutefois oublier de sortir donc le nom d'un individu. Donc ça c'est une omission. Donc tous ces problèmes-là, c'est la commission qui va les compiler et ils vont aller à Niamey, on va corriger. Soulignons que la période d'affichage des listes électorales biométriques provisoires est de 15 jours. Le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, a présidé ce matin une importante rencontre d'échange et de partage d'informations sur le bilan des activités des ONG implantées dans la région de Dosso. Sur 168 ONG enregistrées, 46 seulement ont présenté leur rapport d'activité au titre de l'année 2019. Le point avec Ali Hachimou et Habib Bako. Cette importante rencontre sur le bilan annuel des activités menées par les ONG dûment implantées dans la région de Dosso a enregistré, outre la présence des autorités administratives de la région, les responsables des services techniques en charge du développement rural, de la société civile et des FDS. Cependant, les responsables des ONG et principaux concernés ont, eux, brillé par leur absence tout au long des échanges et des partages d'informations. Selon les responsables de la direction régionale du développement communautaire, la région de Dosso a enregistré au titre de l'année 2019 quelques 168 ONG et 46 seulement ont présenté des rapports d'activité. Et plus de 927 millions de francs CFA ont été réellement investis au vu des rapports présentés.
C'est pourquoi le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, ainsi que les autres participants, d'insister sur la nécessité d'améliorer et harmoniser les cadres de rencontres des ONG, la méthode d'approche et surtout encourager les autres ONG à déposer leur rapport d'activité à temps. Actualité oblige, le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Ousmane, a demandé aux participants le respect strict des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Sport de cette édition, le monde sportif nigérien en deuil. En effet, Moïse Panou, dit coach Momo de la Fédération de basketball, s'est éteint le 9 mai dernier. Après une longue maladie, Momo quitte désormais la famille du basket qui ressort un grand vide. Le bureau sport télésaluera un hommage, Mohamed Djengare. Moïse Panou, appelé affectueusement Momo dans le milieu du basketball nigérien, après plusieurs années de lutte contre la maladie, il nous a quittés ce 9 mai 2020. La disparition de Momo constitue aujourd'hui une grande perte pour la grande famille du basketball nigérien. Momo a démarré sa passion il y a plus de 40 ans où il a été entraîneur de club. On se rappelle encore de l'AS Bédérène dans les années 80. Il a été entraîneur national, directeur technique national, commissaire FIBA et vice-président de la Fédération nigérienne de basketball. Momo, très courtois, bosseur, a beaucoup apporté dans la promotion du basketball nigérien. Au niveau de la fédération et de la Ligue de Niamey, il a toujours apporté sa contribution et ses idées, même sur son lit d'hôpital. C'est un choc quand même énorme pour le monde sportif et pour le basketball en particulier, parce que nous perdons avec lui un grand technicien et quelqu'un de très courtois et de très aimable. Vraiment, ça va être une grande plaie au niveau de notre structure, parce que Momo, c'est quand même quelqu'un qui a des relations, même sur le plan international, puisqu'il était commissaire FIBA et il était reconnu un peu partout en Afrique. Dieu l'a rappelé à lui et on ne peut que souhaiter que la terre lui soit légère et que Dieu lui pardonne, qu'il l'agrée dans son paradis éternel. Et Momo n'est pas n'importe qui. Momo, c'est un des pères fondateurs du basketball nigérien. Donc Momo, c'est tout pour nous. C'est un coach, c'est un père. C'est quelqu'un, vraiment, on ne peut pas estimer tout ce qu'il a fait à ce monde du basketball, de Niamey et du Niger en particulier. Donc, la perte de Momo, c'est un grand coup dur pour le basketball ici à Niamey, parce que même cette année, la Libarène avait pris attache avec Momo pour fonctionner selon son programme. Malgré sa maladie, il continue à nous aider. Donc on ne peut que le remercier et lui souhaiter un repos éternel. Moïse Panou, dit Momo, a formé beaucoup de jeunes, dont certains sont devenus aujourd'hui adultes, qui se souviennent des qualités de l'homme, un homme toujours à la recherche de la perfection. Ma collaboration avec coach Momo a duré 40 ans qu'on était ensemble. Il faut dire qu'il a été celui qui m'a initié au basket. Il a été mon entraîneur en équipe nationale dans les années 90. J'étais son adjoint pendant plusieurs années en tant qu'entraîneur. Donc, coach Momo, c'est quelqu'un qui pense toujours au basket. Il faut le dire, il a le basket, même malade, couché, des fois directement sorti de l'hôpital, vous pouvez le retrouver le lendemain au stade. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour le basket. Permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à sa femme, à sa famille, à ses enfants et à tout le milieu du basket. Je vais d'abord plutôt adresser mes condoléances à toute sa famille biologique, à sa famille sportive que nous sommes, et bref, à tout le monde sportif national. Monsieur Momo, je dirais que c'est un baobab, mieux c'est même une encyclopédie du basket d'une manière générale. Ce monsieur-là, avant de parler du sportif, je crois que l'homme, il n'est pas à décrire. C'est l'incarnation même de la générosité, des relations humaines. Bref, quelqu'un qui
a la facilité de briser la glace, comme on dit. Momo est parti. La famille du basketball nigérien en particulier, celle du sport en général, se souviendra à jamais de la perte d'un homme sympa, dévoué pour le basketball, un homme simple, plein d'humilité, toujours prêt à inculquer son savoir à la jeunesse. C'est cet homme brave que nous avons perdu et nous prions que le Seigneur l'accueille dans son paradis. La Loterie nationale du Niger, le LANI, a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Sugi, le déroulement du tirage. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne lecture de jeunes et bienvenue à cette passionnante émission du Loto Balsa 590. Jeu numérique placé sous la supervision de Maître Chalari Aboubakar, huissier de justice. Nous allons évoluer aujourd'hui avec le tirage Sugi. Bonne chance à tous. $80. 64. 79. 26. 66. Nous sommes au terme de cette opération de tirage et le résultat définitif donne les numéros gagnants suivants. 80, 64, 119, 26, 66. Maître, veuillez nous certifier le résultat. Chers téléspectateurs, amis parrains de la Loterie nationale du Niger, bonsoir. Comme vous venez de le constater, je certifie et valide le résultat du 371e tirage Sugi, tel que proclamé par le maître des cérémonies. Il s'agit en l'occurrence des numéros gagnants suivants: 80, 64, 79, 26, 66. Félicitations aux héros gagnants. Rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah, à la main. Bonsoir. Point final de cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Télé Salvador.